Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. La troisième édition de l'exposition internationale des produits de consommation de Chine s'est tenue du 10 au 15 avril à Haikou, capitale de la province de Hainan, dans le sud de la Chine. Il s'agit de la première exposition internationale organisée en Chine depuis l'assouplissement des mesures contre l'épidémie de Covid-19. Quelles sont les nouveautés de cette édition ? Cette année marque le 5e anniversaire du lancement de la construction du port franc de Hainan. Où en sont les différents projets? Quelles sont ses perspectives de développement? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission M. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe, et Mme Patricia Esnault, responsable internationale du groupe Eugène Perma. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Plus de 3300 marques chinoises et étrangères de haute qualité se sont réunies pour la troisième exposition internationale des produits de consommation de Chine. C'est la première exposition organisée en Chine depuis l'assouplissement des mesures contre le Covid-19, mais aussi un événement important pour stimuler l'économie chinoise cette année. Monsieur Ding, d'après vous, en quoi cette troisième édition est-elle différente des deux précédentes et notamment quelle importance revêt cette édition pour la reprise de la consommation? Normalement, la troisième édition de cette exposition marque le retour à la vie normale, c'est-à-dire que la pandémie est passée et les gens commencent à s'activer dans tous les domaines et surtout la consommation est en relation étroite avec le mouvement des masses. Donc il y a plus de monde qui va à l'étranger. Déjà, les touristes chinois commencent à sortir de Chine et on voit arriver de plus en plus de touristes étrangers aussi en Chine. Donc ça va provoquer aussi des vagues de consommation dans tous les domaines. Alors il faut dire que cette exposition arrive à un bon moment pour montrer que finalement la pandémie c'est vraiment du passé et que le monde va revenir dans la vie normale. Une quinzaine de marques françaises du secteur de la mode, des produits cosmétiques ou encore de la gastronomie étaient réunies à cette exposition. Madame Esnault, pouvez-vous partager avec nous vos impressions sur cette exposition? Alors moi j'ai vraiment noté sur cette édition un grand dynamisme en fait des visiteurs chinois qui sont à la recherche de nouveautés et qui sont à la recherche aussi de produits qui soient vraiment plus performants et beaucoup plus engagés dans la nature, dans la protection. Donc j'ai vraiment noté un grand dynamisme à ce niveau-là. C'est la première fois que vous participez à cette exposition? Oui, c'est la première édition. Et quelles sont vos impressions sur cette région? L'île de Hainan. Je note vraiment à la fois des exposants et des visiteurs de très grande qualité, un très haut niveau d'interlocuteurs et une grande ouverture sur l'international. Et l'exposition de cette année a également aménagé un espace pour la promotion des nouveaux produits. D'après vous, cette exposition a-t-elle le potentiel de devenir un grand rendez-vous des nouvelles tendances fortes mondiales? Alors pour moi, c'est vraiment, je dirais, l'endroit en Chine où on peut vraiment proposer des innovations et les présenter. Parce que l'environnement est très qualitatif. Et quand on est une marque, en particulier une marque française de cosmétiques, on a besoin d'un écrin très beau pour présenter nos produits. Et cette foire a vraiment, pour moi, cet intérêt qui la distingue des autres foires internationales. En fait, l'exposition internationale des produits de consommation en Chine est la première qui se concentre exclusivement sur la consommation. Elle célèbre cette année son 3e anniversaire. Après 3 ans de développement, Monsieur Ding, d'après vous, quel est son niveau d'influence aujourd'hui?
Non, c'est une foire importante, mais c'est tout de même une foire un peu spécifique, concentrée sur la consommation, sur les produits cosmétiques, sur les produits de biens et de biens de consommation. C'est un peu particulier. Je pense que comme la Chine est en train de devenir un marché important de consommation, les consommateurs chinois sont devenus exigeants. Ils veulent avoir des produits exotiques de bonne qualité et donc les produits étrangers sont très bien accueillis. La Chine est désormais le deuxième plus grand marché de la consommation au monde et aussi un marché émergent des produits haut de gamme. Monsieur Ding, d'après vous, quelles sont les particularités de ce marché? La particularité de ce marché, du marché de consommation de Chine, est que c'est un marché nouveau, émergent, et un marché où les consommateurs sont avides de tous les produits exotiques, mais à la fois les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants. Ils demandent des produits à la mode, donc des produits de première vague, etc., etc. Mais ils demandent aussi des produits de bonne qualité, car les produits de consommation chinoise sont en train de monter en gamme. Donc les produits chinois sont de plus en plus sophistiqués, donc ils peuvent faire des comparaisons avec des produits importés et des produits chinois. Et après l'épidémie de Covid, pensez-vous qu'on assiste à des grands changements sur le marché de consommation? Est-ce que ce marché affiche une nouvelle tendance forte? On a vu une revanche de consommation sur le marché. En fait, depuis 3 ans, comme les gens étaient plus ou moins mis en quarantaine ou bloqués à la maison, eh bien, il y a une envie de consommer. Il y a vraiment une envie de consommer. Depuis les statistiques de la consommation depuis le premier semestre, on a vu déjà une augmentation rapide de consommation dans tous les domaines. On a assisté à une revanche de consommation au moins sur le marché intérieur. Maintenant, avec ces foires internationales, il y aura de plus en plus de produits étrangers qui vont venir en Chine à la recherche du marché, à la recherche des nouveaux marchés. Et les consommateurs chinois vont bénéficier des nouveaux produits et de nouvelles modes. Par rapport à d'autres expositions, celle à Shanghai, l'exposition des importations, quelle est la spécificité de cette exposition à Hainan? Il faut voir qu'en même temps, nous avons bientôt la foire de Guangdong qui va s'ouvrir aussi dans les jours qui viennent. Donc il va y avoir une concurrence entre les foires, la foire de consommation de Hainan, la foire de Guangdong, qui est une foire internationale de plusieurs dizaines d'années, plus de 50 ans. Donc c'était une très, très vieille foire internationale de Chine. Et puis vous avez parlé aussi de l'exposition d'importation qui est unique dans le monde à Shanghai tous les ans. Et la spécificité de la foire internationale de consommation à Hainan est que c'est une foire concentrée sur des produits de consommation, c'est-à-dire très limités, des produits très limités, mais des produits de haute qualité, sophistiqués, etc. Alors que la foire de l'importation à Shanghai est une exposition concentrée sur tous les produits de qualité, non seulement des produits de consommation, mais beaucoup de produits industriels. Les équipements et les produits industriels de première qualité et très nouveaux sont exposés à Shanghai. Car la Chine est en train de devenir non seulement un marché, le plus grand marché de consommation du monde, mais aussi le plus grand marché d'équipements, des produits industriels. Des hautes qualités. Parce que la Chine elle-même est qualifiée de l'usine du monde. Donc la Chine a besoin des équipements industriels, des machines les plus sophistiquées pour la production industrielle. Donc la foire de Shanghai sert aussi à exposer ce genre de produits. Et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, indiquait le 6 avril dans son discours lançant les réunions de printemps de l'institution
que la croissance économique mondiale devrait rester en dessous de 3% et que la Chine et l'Inde devraient représenter la moitié de la croissance mondiale. Quelle est votre opinion à ce sujet? Ce n'est pas la première fois que le directeur général de la FMI affirme sa confiance en la croissance de la Chine, car depuis 2008, depuis la crise financière internationale, la Chine a été toujours le moteur principal de la croissance mondiale. Le rôle qu'a joué l'économie chinoise dans la croissance mondiale était toujours supérieur à 30%, à peu près un tiers de la nouvelle croissance mondiale est provenue seulement de la croissance chinoise. Et cette année, parce que Madame est donc la directrice générale de l'FMI, est venue à Pékin pour le forum de développement de Chine. Et dans ce forum de développement de Chine, elle a affirmé que selon les pronostics de l'FMI, cette année, le FMI prévoit une croissance de plus d'un tiers de la nouvelle croissance serait fournie par la Chine. Nous avons souligné à plusieurs reprises que cette année est cruciale pour la reprise de l'économie chinoise. Quelles sont vos observations sur la croissance économique de la Chine cette année, en 2023? En fait, d'après les statistiques du premier semestre, il y a un rebond de la consommation, donc il y a un rebond de la croissance économique, surtout parce que nous avons changé de cabinet. Il y a une nouvelle équipe dirigeante du cabinet est arrivée. Eh bien, souvent, les nouveaux dirigeants ont de l'enthousiasme, ils ont de nouvelles idées. Eh bien, je pense que probablement ceci pourrait favoriser une croissance plus robuste cette année, d'autant plus qu'il y a un rebond de l'économie, une revanche de l'investissement, une revanche de la consommation, qui déterminerait une croissance du PIB plus forte que par le passé. Et par exemple, plus précisément, dans quel domaine on peut voir une croissance plus forte? D'abord, la consommation. Nous avons assisté à une revanche de consommation, puis l'investissement. L'investissement de ce capital fixe. Et ça aussi commence à relever sur un niveau normal. L'État est en train d'investir dans ce qu'on appelle de nouvelles infrastructures, surtout dans la partie ouest de Chine, pour soutenir la construction de nouvelles infrastructures pour, par exemple, le traitement des data, de big data. Ce sont des données. Et il faut développer aussi de nouvelles énergies, de l'énergie renouvelable. On a investi massivement dans le nord-ouest de Chine pour construire des centrales photovoltaïques de génération d'électricité par l'énergie solaire. Nous avons créé des stations de l'énergie solaire aussi importante que le barrage de Trois-Gorges. Donc c'est très puissant, donc qui pourrait produire beaucoup d'électricité verte, comme on dit, de l'électricité verte. Et puis il faut aussi investir dans des moyens de transmission pour transmettre de l'électricité de nord-ouest de Chine vers les villes, vers le sud-est de Chine. Et en fait, en avril 2018, il y a maintenant 5 ans, la Chine a annoncé la construction du port franc de Hainan. Quels sont les résultats obtenus depuis lors, d'après vous? C'était en phase de préparation. On est en train de préparation, mais cette année marque une date importante. C'est-à-dire que c'est à partir de la deuxième moitié de cette année, que toute l'île de Hainan sera fermée comme un port franc. Donc il y aura plus de taxes de douane sur les produits importés à l'île de Hainan, etc. Quand on va à l'île de Hainan, on bénéficie de cette zone franc, c'est-à-dire que des produits sans taxes, etc. Puis en plus, en tant que l'île de Hainan
et sera fermé comme un port franc. Cela veut dire aussi la zone va devenir une espèce de libre-échange très ouvert, c'est-à-dire que ça va devenir aussi un centre commercial international libre. Comment envisagez-vous l'environnement d'affaires de ce port franc de Hainan? Qui serait toujours un tremplin. Je pense que le port servira de port franc, etc., mais il sera toujours un tremplin entre le marché international et le marché chinois. Car l'île de Hainan, en soi, est trop petit en tant que marché, mais comme c'est un tremplin entre le marché international et le marché chinois, donc il y aura beaucoup de touristes, beaucoup de consommateurs chinois qui vont à l'île de Hainan pour bénéficier des conditions favorables du port franc. L'île de Hainan est connue pour son tourisme et son climat tropical. Chaque année, un grand nombre d'événements nationaux et internationaux y sont organisés. Par exemple, cette exposition des consommations, des produits de consommation et aussi un festival de cinéma, le forum de Boao, etc. Donc, que pensez-vous du développement de cette région en tant que centre international de voyage et de consommation? Il y aura encore des marges de manœuvre de développement dans cette zone, mais jusqu'à maintenant, l'île de Hainan n'était pas une province, parce que c'est une province de Chine, mais elle n'est pas une province très, très riche ou très développée. En termes de PIB par tête d'habitant, Hainan est loin derrière la province voisine, le Guangdong, etc. Même par rapport à Guangxi, Hainan n'était pas une province très développée. De ce point de vue, ces conditions favorables au tourisme, etc., serviraient à promouvoir aussi des activités tertiaires, surtout dans le domaine de services, etc. On veut faire développer des activités financières plus intenses sur l'île de Hainan pour attirer plus des opérateurs financiers, etc. Hainan est aussi un lieu favorisé pour la coopération entre la Chine et les pays de l'ASEAN. Donc Hainan est tout près de ces pays de l'ASEAN, et de ce point de vue, je pense que Hainan pourrait servir de point de départ pour l'investissement dans les pays de l'ASEAN et pour le commerce avec les pays de l'ASEAN. Cette région bénéficie beaucoup de politiques. Par exemple, elle a adopté la politique hors taxe offshore. Il y a des politiques bénéfiques pour l'investissement. D'après vous, quelles sont les opportunités offertes par cette région, par le port franc de Hainan pour les investissements étrangers? Les investissements sont bien accueillis à Hainan. Et les investisseurs étrangers, quand ils viennent à l'île de Hainan, ils visent aussi le continent chinois. Donc, c'est aménagé. Donc, si l'île de Hainan pourrait offrir des services de première qualité, je pense que de plus en plus d'investisseurs étrangers vont venir à Hainan pour bénéficier de ces qualités, de ces services de haute qualité. Dans ce domaine, Hainan va devenir aussi une base de traitement médical. On a créé à Hainan des conditions de traitement médical très sophistiquées avec beaucoup de pays avancés dans le monde. On a des technologies avancées, on a des équipes médicales très avancées venant en provenance des États-Unis, de l'Europe, du Japon, etc. etc. Donc il y a aussi ce genre d'activités, à part les activités purement de consommation. Donc il y a aussi des activités d'hygiène, d'activités... on envisage aussi de rendre l'île dans beaucoup de domaines. Par exemple, Hainan a publié une date limite pour éliminer les voitures traditionnelles. Donc, dans 2 ans, je crois, dans 2 ans ou 3 ans, il n'y aura que des voitures électriques, des voitures qui ne provoquent pas d'émissions carboniques sur l'île. Donc, l'île va devenir une zone
de premier plan pour la décarbonisation, pour ce qu'on appelle la neutralité carbonique. Le président français Emmanuel Macron vient d'effectuer une visite d'État en Chine et l'un des principaux objectifs de cette visite était de renforcer les échanges commerciaux et l'année prochaine, les deux pays vont célébrer le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Quel regard portez-vous sur les perspectives de développement des coopérations économiques et commerciales entre les deux pays? Je pense que la visite d'État du président Macron donnera un pouce pour, pour le développement plus actif des coopérations entre la Chine et la France, et via la France avec d'autres pays de l'Union européenne. Je pense que, les relations économiques sont très robustes entre la Chine, la France et les autres pays européens. En dépit d'une certaine tension politique, eh bien, les relations commerciales et les relations économiques vont bon train. Donc, les relations économiques n'ont pas été affectées par la tension politique. Sa visite pourrait donner un élan encore plus à ce genre de relations économiques. Et je pense que sa visite a marqué au moins un soutien ouvert du gouvernement, du gouvernement français, pour renforcer la coopération technologique avec la Chine, les échanges technologiques entre les entreprises de pointe chinoises et des entreprises françaises de pointe. Et ceci pourrait donner un exemple aux autres pays européens dans le domaine du renforcement de la coopération technologique et scientifique. Car dans le monde, il faut un peu plus de coopération technologique pour faire avancer notre technologie, sinon, en fait, le développement technologique et scientifique, après le développement de tous les produits en relation avec le semi-conducteur, se heurte à un bottleneck, à un goulot d'étranglement d'une espèce. Donc il n'y a pas beaucoup d'avancées depuis ces dernières années. Seule la coopération pourrait permettre d'avancer, de trouver des percées dans la recherche scientifique et technologique. Tout à l'heure, nous avons cité le chiffre de 3% envisagé par la directrice générale du FMI pour la croissance mondiale. Quel est votre point de vue sur la croissance économique mondiale cette année? Bon, ça va être difficile à prévoir parce que, vous voyez, aux États-Unis et en Europe, la crise bancaire est en train de se développer très rapidement. Est-ce que ça va se dégénérer dans la deuxième moitié de l'année en une véritable crise générale? On ne sait pas. Si tel est le cas, ça va être catastrophique pour la croissance mondiale. Donc on va voir. Et la Chine est prête pour engager une coopération internationale pour prévoir, se prémunir contre une telle catastrophe. Mais du côté du gouvernement Biden, ils semblent très têtus dans leur confrontation géopolitique avec la Chine. Donc, alors, sans coopération stratégique et internationale dans ce domaine-là, l'économie mondiale risque de se glisser dans une crise. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une forte inflation. Comment analysez-vous la situation actuelle? En fait, oui, l'inflation a été très galopante. On pourrait dire que l'inflation est devenue galopante en Europe et aux États-Unis. L'année dernière, le CPI, donc le taux d'inflation important, est de, en fait, 8,6%. Et l'inflation en Europe, en Union européenne, est 9%. En Angleterre, le taux d'inflation est supérieur à 10%. Donc, du coup, il y a une remontée du taux de l'inflation dans les pays occidentaux.
En fait, même aux États-Unis, il y a des économistes qui disent que, mis à part les modifications apportées dans les statistiques, le taux d'inflation devrait être supérieur à 10%, si on prend les anciennes méthodes de statistiques comme dans les années 1970. Eh bien, cela veut dire que le taux d'inflation était vraiment galopant dans tous ces pays-là, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan économique, eh bien, il y a les conséquences naturelles de leur politique monétaire, je dirais, trop généreuse. Parce que depuis la crise financière de 2008, eh bien, les banques centrales ont imprimé beaucoup de monnaie. Donc, ils ont tous recouru à ce qu'on appelle, à fonctionner la planche à billets. Et ils ont créé beaucoup de nouvelles monnaies et pour fournir de liquidités au marché, pour se prémunir contre une espèce de panique du marché, car en 2008 il y avait une panique du marché. Et bien pour stopper le panique, ils ont utilisé une politique monétaire jamais vue dans le passé, c'est-à-dire une politique exceptionnelle, exceptionnellement généreuse. Et ceci va donner de conséquences maintenant. C'est des conséquences maintenant. Et plus, à partir de 2020, au moment de la pandémie, eh bien, la Réserve fédérale aux États-Unis, donc la Banque centrale américaine, a recouru à une espèce d'impression de monnaie aussi qui s'appelle limitless easing, donc un assouplissement sans limite. Quand on parle d'un assouplissement sans limite, ça veut dire qu'on jette de l'argent par la fenêtre. On jette l'argent par la fenêtre, si bien que ça fait monter le marché. Donc ça fait monter le prix de marché. Donc en apparence, tout est bien. Mais finalement, depuis l'année dernière, depuis 2020, depuis la guerre en Ukraine, eh bien, avec les sanctions, etc., ceci a interrompu les chaînes d'approvisionnement normales à travers le monde. Ce qui fait que, comme il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de monnaie, ça fait monter le prix et l'interruption des chaînes d'approvisionnement, des produits, des céréales, de l'énergie, ça fait monter le prix. Les deux, sous la force des deux courants, un courant provenu des calculs de la lutte géopolitique et de trop de liquidité sur le marché, bien, ce qui fait que, évidemment, l'inflation est devenue aussi très importante dans le monde. Et de ce point de vue, la Chine fait un peu exception, parce que la Chine a un développement stable, donc la Chine a des besoins prévisibles. Donc la Chine a signé des contrats de très long terme avec des pays producteurs de ressources naturelles, de l'énergie, etc. Donc les prix de ces produits ne sont pas variables, ne peuvent pas fluctuer avec le prix de marché. Donc ce sont des contrats longs. Des contrats longs sont des prix stables à long terme. Et là, donc, l'importation de ces prix ne sont pas affectés par le taux d'inflation dans le monde occidental. Plus que ça, donc le taux d'inflation en 2022, c'est juste 2%. Et le taux d'inflation en 2021, c'était encore plus bas, c'était 0,9%. C'était vraiment ridicule. Il n'y avait pas d'inflation du tout en Chine. Et de ce point de vue-là, avec une perspective de croissance importante, on peut encore contrôler l'entrée massive des matières premières, etc. On peut contrôler cela avec une opération de prix modéré. Car les produits importés en Chine sont des contrats longs qui ne sont pas affectés par le taux d'inflation actuel. Merci Monsieur Ding, merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.